ce n'est pas un hasard si cette année, en 2012, pour la première fois, on nous a demandé de nous extasier sur des courses de cul-de-jatte. C'était des enfants. Une exposition à Paris, des photos, celle de la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 42. Gérée par la police française à la demande des nazis, plus de 13 000 juifs arrêtés, dont de nombreux enfants. L'idée, c'est de montrer aux Parisiens qui visitent l'exposition que ça se passait dans leur immeuble, à côté de chez eux, dans l'école de leurs enfants. Il y a la police française, j'ai jamais vu d'Allemand. Il y a une concierge qui nous a dénoncés encore en d'autres circonstances. Mais à la fin de la guerre, je me suis retrouvée petite fille seule, sans personne. 70 ans plus tard, 42% des Français n'ont jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. C'est également le cas de 60% des 18-24 ans interrogés. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la jeunesse de France, il y a un problème dans la prise de conscience de ce qui s'est déroulé il y a 70 ans. Les gens qui m'informent, parce que j'ai beaucoup d'informateurs de partout, m'ont dit que pour la première fois, l'expo de cet été de la mairie de Paris, qui est une expo gratuite qui s'appelle C'était des enfants, où une fois de plus encore, le catéchisme pour nous culpabiliser sur un certain antisémitisme d'une période qui est la période d'occupation, en nous montrant toujours des gosses et jamais les Attali de l'époque, les BHL de l'époque, les Minck de l'époque, les Bernanke de l'époque, les Madoff de l'époque, qui étaient foison et qui sont clairement décrits par tous les grands auteurs que je vous ai lus. On nous montre toujours des petits-enfants pour que ce soit incompréhensible et horrible. Évidemment, c'est horrible. Cette expo, C'était des enfants, a fait un bide total. Personne n'est allé la voir. Ce qui est un marqueur, ça veut dire que les gens, les mêmes gens qui me saluent dans la rue toute la journée, en ont plein le cul de ce chantage à l'émotion chrétienne et à la compassion chrétienne, en mettant systématiquement en avant des gosses, un peu comme on reproche aux Palestiniens du Hamas de mettre des gosses en avant face à Tsahal. C'est un peu la même chose. Ouais. On a très bien, ça marche plus, il faut comprendre. Maintenant, vous n'avez plus que la guerre contre l'islamisme radical, mais C'était des enfants, ça marche plus. Et je rappelle aussi que, je vais le rappeler clairement, qu'à Hiroshima aussi, c'était des enfants. À Dresde aussi, c'était des enfants. Et à Gaza aussi, c'était des enfants. Donc, il y en a marre de cette obscénité, de nous faire croire qu'il y a une spécificité d'une certaine persécution, d'une certaine période historique. Hein. Et à Dresde, c'était des enfants, et c'est vos alliés qui l'ont fait. À Hiroshima, c'était des enfants, et c'est vos alliés qui l'ont fait. Et à Gaza, c'était des enfants lors de l'opération Pont d'Urcy au phosphore blanc, et c'est vous qui l'avez fait. Hein. Donc ça suffit. Voilà, hein. Il y en a marre de ce racket moral abject, dégueulasse, malsain, qui se retournera en dernière instance contre vous et qui ne marche plus. Hein. Voilà. Et attention, si vous avez bien lu l'avant-propos de mon livre, ce livre risque de me coûter très cher. Hein, vous le comprenez ça. Je risque, mon avocat m'a fait une pile comme ça de ce que je risquais. C'est-à-dire que j'engage, je fais pas mumuse là. Contrairement à la propagande énorme qu'on fait en ce moment pour pousser les Français à la ratonnade et qui m'inquiète terriblement, on nous parle plus que de cave à tournante et comme s'il y avait la cave à tournante et la mosquée côte à côte et qu'on passait du viol à la prière, du viol à la prière. J'avais fait beaucoup d'anticommunautarisme, on va dire anti-maghrébin dans mon livre d'avant et tout le monde avait finalement trouvé ça très bien. Dire que quand même c'est vrai que c'était pas parce qu'un voyou était maghrébin qu'on n'avait pas le droit de traiter de voyou, c'était un peu bon de mon livre, on m'a dit finalement vous avez raison. Et là, je dis dans ce livre-là, c'est pas parce qu'un raciste est juif qu'on n'a pas le droit de le traiter de raciste, et d'un seul coup, là, ça passe pas, on me dit, là, vous avez franchi la ligne jaune, et vous faites entrer dans la faute de goût. Je suis désolé, je pense que le vrai danger qui guette la communauté humaine qu'on appelle française, c'est l'ultralibéralisme et le communautarisme, qui sont deux idéologies complémentaires, et je vois pas pourquoi je ferais de l'anticommunautarisme à deux vitesses. Alors là aussi, pour comment dirais-je, justifier ma légitimité par rapport à certains. Tout ce que je dis aujourd'hui, je l'ai vu venir, j'ai mis en garde contre les dangers que ça comportait pour tout le monde, hein, pour toutes les communautés, dès le début des années 2000. On ne voit pas pourquoi certaines communautés échapperaient à la morale et à l'universel. Quand
à un moment donné, on se plaint de persécutions racistes et qu'on a été victime de persécutions racistes. Ça ne donne pas, je dirais, un tampon pour qu'on ait droit à son tour d'être raciste. Donc le problème, moi pour aller radicalement au fond du problème, je ne suis pas spécialement pro-palestinien, je suis français et j'en ai rien à foutre. Ce qui m'emmerde moi, c'est que en France, on est en train de faire monter des communautarismes opposés qui sont en train de foutre en l'air quelque chose qui était de l'ordre de la paix républicaine, et que ça devient difficile de savoir avec qui on peut parler et pas parler. Les gens commencent aujourd'hui à comprendre et à se rendre compte que j'avais raison. Pour avoir mis en garde, un peu comme quand Le Pen avait mis en garde contre le danger du regroupement familial, j'ai été banni des médias dominants, ce qui prouve bien une domination précise, pour ces mises en garde que j'ai fait dès 2002-2003. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense aujourd'hui les gens me saluent dans la rue et me remercient, c'est que c'est un travail de longue date qui m'a valu diabolisation, persécution, agression. J'ai accepté ce que beaucoup de gens n'ont pas accepté, d'être sorti du monde médiatico-culturel, de perdre tous mes soutiens pour rester fidèle à quelque chose que je savais être vrai et nécessaire, voilà, ce que n'ont pas fait d'autres gens, tant pis pour eux, voilà. Et donc c'est ce qui me vaut un certain respect. Et donc là, je vais relire un texte que j'ai publié en 2003, il y en a même deux, qui s'appelait Shoah Business 1 et 2. Voilà. C'est des textes de 2003, pas de 2012. Hein, ça fait comme le texte sur ce que cache le foulard. Vous voyez, ça fait 10 ans que je parle de tout ça, et aujourd'hui, tout ce qui arrive en ce moment me donne totalement raison. Ce qui fait aussi que mes livres se vendent, et qu'il y a une espèce de rencontre avec le public, effectivement, qui succède à des années de traversée du désert et de pauvreté. Hein. Faut pas l'oublier. C'est pas tout ça a un certain prix. Hein. Voilà. Donc, ce texte, je vais vous le lire. C'est un texte de moi pour lire un peu des textes de Soral. Pour une meilleure gestion de la culpabilité, Shoah Business 1. 60e anniversaire de la rafle du Veldiv. Cette année, nous avons droit, en plus du rituel rappel à l'ordre, à un très beau recueil, une magnifique compilation de lettres sorties de l'oubli, par le miracle du marketing juste à la date anniversaire. Un peu comme si les bourreaux collaborationnistes, pour être sûr que ça se sache, avaient pris soin de distribuer du papier, des enveloppes et des timbres pour que chacun puisse témoigner, et que ces lettres bouleversantes, jetées des wagons comme autant de bouteilles à la mer, avaient mis 60 ans pile à nous arriver. Et quoi l'année prochaine? Ah, si les tziganes avaient été moins illettrés, ce n'est pas dans d'obscures caravanes qu'on les verrait aujourd'hui sillonner la France. Chrétien, humaniste, plein d'amour et de compassion pour les victimes de l'injustice et du malheur, j'essaye donc de pleurer pour la 60e année consécutive. Mais je n'y parviens plus. À force de me faire tirer les larmes comme on trait une vache, mes yeux sont secs. Désolé, je me sens même devenir chèvre. Les professionnels de l'indignation, si prompts à dénoncer la faiblesse de l'émotion compassionnelle quand elle prend un autre objet que celui désigné, ne vont pas manquer de pousser les hauts cris. Comment peut-on oser plaisanter avec le crime des crimes? Ce n'est pas drôle en effet, jouer avec les morts, la souffrance et la compassion des autres pour culpabiliser ad vitam aeternam tout un peuple, toute une nation, peut même, à force d'insister, produire l'effet contraire. Car si le français a toujours tendance à prendre le parti du plus faible et de l'humilier, à préférer Poulidor à Anquetil, comme tous les émotifs, quand il comprend la manip, sa compassion de gentil tourne à l'agacement, voire à la colère. Surtout quand ceux qui jouent de son bon cœur en virtuose, comme d'un instrument, se montrent par ailleurs si peu sensibles à la souffrance des autres, seulement capables d'autocompassion. Pourquoi ne pas rappeler plus tôt, dans un souci de vérité et d'apaisement, que malgré le régime de Vichy qui abolit la République, 80% des Juifs de France échappèrent à la déportation, soit le plus fort taux de désobéissance aux lois anti-juives de tous les pays d'Europe, et ce grâce à la bienveillance, au refus du peuple de France et parfois même de sa police. Tourner la page, vivre en paix entre citoyens d'une même nation, comment ceux qui ont en charge un certain marketing de la mémoire ne comprennent-ils pas, même si leurs valeurs communautaires sont fort éloignées des valeurs chrétiennes du pardon et de l'oubli, que cette gestion nouvelle serait d'un bien meilleur rapport? Qu'avec le temps, la culpabilisation par la Shoah aura de moins en moins d'effet, notamment sur une communauté arabo-musulmane pauvre et marginalisée, qui compte aujourd'hui 5 millions d'âmes en France, peut-être 6 millions demain, et qui aura, au train où vont les choses, de plus en plus tendance à réserver ses larmes à la souffrance du peuple palestinien. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en avais un deuxième, mais je le lirai la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est un texte où je faisait remarquer à une communauté maligne mais pas intelligente que la répétition d'une stratégie finit par devenir contre-productive à force de se répéter dans l'histoire, comme exactement on peut expliquer à un médecin que quand un médicament ne marche plus, il faut cesser d'en augmenter la posologie mais prendre un autre médicament. Nous sommes arrivés au point de rupture aujourd'hui. Il y a un ras-le-bol des Français
que je vérifie tous les jours par des témoignages. Et les Français sont un peuple étrange qui se soumet longtemps et qui d'un seul coup est pris d'accès de colère. Hein, c'est un peuple qui l'a démontré plusieurs fois dans l'histoire. C'est un peuple révolutionnaire. Voilà. Et donc, je fais remarquer à certains imbéciles que je les mettais déjà en garde d'abus déjà il y a 10 ans, et que là on est très très au-delà de l'abus aujourd'hui. Et surtout, je tends la main, non pas aux élites de cette communauté, qui sont des salopards apatrides et qui n'en ont rien à foutre de la France, et y compris de leur propre base, mais à la base de cette communauté. Il y a de quoi en France faire largement quoi faire dans nos valeurs et notre histoire, une réconciliation nationale. Tenter la manipulation et la guerre civile se retournera en dernière instance contre le petit peuple de cette communauté, comme ça l'a toujours été. J'appelle à la solidarité le petit peuple de cette communauté pour dire non à leurs instances dirigeantes, qui d'ailleurs souvent se sont auto-mandatées, et qui sont d'ailleurs ultra minoritaires statistiquement, et j'appelle cette communauté à échapper à la solidarité tribale pour accéder finalement à l'intelligence authentique de leurs intérêts bien compris, et à rejoindre mon combat, comme le font d'ailleurs de plus en plus de jeunes, comme on peut le vérifier d'ailleurs par la lecture d'une ou deux lettres. On le fera à la fin, voilà. Elie Wiesel, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, pour l'instant. Alors Elie Wiesel, témoin et survivant de l'Holocauste, défenseur infatigable des droits de l'homme, et votre humanisme vous a valu en 1986 le prix Nobel de la paix. In a recent California court case, Elie Wiesel, a self-styled eyewitness of the so-called Holocaust, stated under oath that while at Auschwitz, he was tattooed on his left arm with the number A7713. Wiesel added that his father's tattoo number was A7712. But, according to a former prisoner at Auschwitz, Hungarian Jew Miklos Gruner, who was at the camp the same time claimed by Elie Wiesel, the number A7713 was assigned to a very different person, Gruner's friend, a Lazar Wiesel, not Elie Wiesel. Il se trouve qu'il y a un certain temps, dans un long voyage en autocar dans la Syrie dévastée par les débuts de la guerre civile, en fait guerre civile importée de l'étranger par des mercenaires, et qui sont un peu ce qui pourrait arriver à la France demain si l'Empire décide de nous châtier pour insoumission, car on peut faire la même chose à la France demain que ce qu'on fait à la Syrie aujourd'hui. Lors de ce voyage en car pénible, car il faisait très chaud, il y avait même un peu de danger, entre Damas et Alep, j'ai eu le loisir de discuter avec un historien palestinien qui s'est spécialisé depuis des années sur les fausses, les faux survivants de l'Holocauste, hein, qui est un sujet houleux, dangereux, mais qui mérite qu'on se pense dessus parce qu'il est symptomatique de quelque chose. Et surtout, j'ai vu récemment que sur Internet circulait notamment, il sortit un livre aux États-Unis très précise qui tenterait à démontrer par les faits et des témoignages qu'Elie Wiesel est un faussaire intégral, qu'il n'est pas le Wiesel qui a passé des années dans les camps, qu'il n'a pas l'âge pour être ce Wiesel-là, qu'il ne parle pas hongrois et qu'il n'a même pas de tatouage sur le bras. Let's take a close look at Elie Wiesel's left arm, and while we're at it, at his right arm as well. Evidently, no sign of an imprinted tattoo can be seen. Second, Gruner, who in his book Identity Theft sets out to prove that Elie Wiesel is a fraud, received a letter from the Auschwitz Museum in October of 2003 affirming that the number A7713 claimed by Elie Wiesel as his was indeed, in fact, assigned to Gruner's friend Lazar Wiesel, recorded as being born on September 4th, 1913, not September 30th, 1928, the birth date of Elie Wiesel. Et c'est assez grave parce que Elie Wiesel a eu le prix Nobel de la paix et est censé incarner la mémoire de la Shoah. Or, d'après les compagnons
de déportation juifs des frères Wiesel, qui ont rencontré Wiesel, je crois, on mettra les liens au Danemark, ils disent bien, et ce sont des juifs déportés, hein, que ce Wiesel-là, ils ne l'ont jamais vu nulle part, qu'il ne parle pas un mot de hongrois, donc il semblerait... On sait déjà que La Nuit, le livre de Wiesel, est un tissu de mensonges et d'approximations, qui a été sans doute repris d'un autre livre, avec la complicité des éditions de Minuit, mais c'est assez gravissime de pouvoir penser qu'un type qui représente la mémoire de la Shoah, qui est prix Nobel de la paix, et qui donne des leçons de morale à la terre entière, serait tout simplement un usurpateur intégral, et un mythomane intégral, couvert d'ailleurs sans doute par les plus hautes instances, qui sans doute le savent. Voilà. Donc je vais inviter les gens à se renseigner sur ce sujet. Je remarque d'ailleurs que Wiesel n'a jamais contesté ces contestations-là. C'est un peu le silence qui se fait sur ces sujets très dangereux. Et nous allons offrir sur Internet le matériel qui permet de vérifier que ce que je dis est sans doute vrai. In January 1945, the Auschwitz prisoners, which included Miklos Gruner and his friend Lazar Wiesel, were transferred to Buchenwald. Liberated by the Americans that spring, a photo was taken by a U.S. soldier that was later entitled Crowded Bunks in the Prison Camp at Buchenwald. Elie Wiesel has referred to this photo as proof of his internment and has pointed to a man on the second row as being himself. Again, Gruner says no, noting that the man Wiesel claims to be himself was a man in his 30s and not a boy of 16, the age Elie Wiesel would have been at the time. Upon meeting Elie Wiesel, Gruner said afterward, "I was stunned to see a man I didn't recognize at all. He was certainly not my friend and fellow prisoner." Gruner also recalled that he was surprised that Wiesel could not speak Hungarian, but spoke English with a strong French accent, even though Elie Wiesel claims that he grew up in Szeged, Hungary. Et je le dis, en dernière instance, je ne fais que relayer les affirmations péremptoires qui ont donné même lieu à un livre et à des conférences de juifs déportés qui ont fréquenté les deux frères Wiesel dans les camps et qui disent que Elie Wiesel n'est pas un des frères Wiesel et qu'il ment intégralement sur son passé, sur sa nationalité, sur sa date de naissance et sur ses persécutions. Voilà. C'est un sujet qui est intéressant à creuser. Voilà. Parce que certains ont mis en doute le passé résistant de ma famille. L'espèce de morpion sur lequel j'étais assis tout à l'heure et qui me lance des défis et qui prétend être un homme de vérité, je lui lance un défi à lui. Ose, petite merde, travailler comme tu le fais sur moi sur le passé d'Elie Wiesel, son œuvre et ses contradictions. Vas-y, ose le faire. Et après, tu pourras regagner la communauté des humains et la communauté des honnêtes gens. Pour l'instant, tu n'es qu'un petit militant minable. Voilà. U.S. Ambassador to Libya Christopher Stevens was reported by a news agency Reuters as the U.S. national who has been killed on the attack on the U.S. consulate in Libya. Now, as far as America is concerned, they've confirmed that it is U.S. Ambassador Christopher Stevens who has been killed in that attack in Benghazi. I knew Ambassador Stevens. I met him with Hillary Clinton, Secretary of State. I met him very often on the field in Benghazi, and I am in a big sorrow since a few days. It's such a pain. This young guy, so cheerful, so generous, he was the embodiment of the values of the best of America, and his death is a terrible loss for all of us, and a loss for Libya, and a loss for Libya. Autre sujet qui n'a rien à voir, l'assassinat de l'ambassadeur américain en Libye et de la responsabilité directe de Bernard-Henri Lévy. C'est de sa faute. Il porte le sang de cet homme qui en plus était un arabophile, plutôt c'était d'ailleurs un WASP, hein, c'était un WASP arabophile, et qui a été assassiné, sodomisé, massacré, etc., par les gens que Bernard-Henri Lévy a mis au pouvoir. Donc il faudrait demander des comptes à Bernard-Henri Lévy. Sur la Libye, hein, sur ce qui se passe en ce moment en Libye, on a quand même le recul pour vérifier. Hein. Je rappelle que Bernard-Henri Lévy est un mythomane d'à peu près du même niveau que celui que je viens de citer avant, puisqu'il prétend avoir été l'ami de, comment dirais-je, du lion du Penchir. Le commandant Massoud ne scrutera plus les montagnes du Penchir.
Cette région du nord-est de l'Afghanistan était devenue son fief. Mais avant d'être le chef de file de l'opposition anti-taliban, Massoud avait été le héros de la résistance à l'envahisseur soviétique. On a démonté quand même un paquet d'impostures. Enfin, Massoud, qui est un truc un peu anecdotique, mais voilà quelqu'un qui pendant 30 ans a menti effrontément. C'est-à-dire qu'il a vu 2 heures Massoud dans sa vie et voilà. C'était un ami de 30 ans. Et c'était un ami de 30 ans. Menteur, il prétend avoir vu Grozny en flammes. Grozny n'a jamais brûlé, il n'a jamais vu de sa vie. Bernard-Henri Lévy, comme d'autres gens de cette communauté, est un menteur. Mais pas un menteur pathologique, c'est un menteur professionnel. C'est-à-dire que la relation à l'autre et la domination sur les autres ne se fait pas par la persuasion du logos et par la supériorité des qualités morales ou des qualités explicatives ou du matériel journalistique ou historique fourni, mais par le mensonge systématique et honté et, comment dirais-je, et voulu. Hein, voilà, et intégré dans les valeurs. C'est-à-dire que ce sont des menteurs en pleine conscience. Bernard-Henri Lévy est un menteur que je ne qualifierais même pas de pathologique, mais voilà, nous sommes aussi très souvent face à des gens dont le mensonge est le rapport à l'autre, hein, qui mentent sur leur date de naissance, qui mentent sur leur parcours historique, qui mentent sur leur déportation, etc. etc. Et c'est quand même assez inquiétant que nous qui sommes dans les valeurs de charité chrétienne et de respect de la vérité par le logos grec, car nous cherchons la vérité dans le but du bien, nous sommes face à des gens qui cherchent uniquement la domination par tous les moyens, notamment le mensonge systématique. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi je voulais parler là. Oui, donc nous avons relayé une pétition pour que, pour le travail qu'il a fait en Libye, Bernard-Henri Lévy soit nommé ambassadeur à Tripoli, ou ailleurs d'ailleurs en Libye dévastée. Je pense que ça serait un juste châtiment, un juste retour pour lui, qu'il assume les conséquences du travail satanique, dégueulasse, basé entièrement sur le mensonge, avec une volonté derrière de destruction, et qui a produit des centaines de milliers de morts, notamment chez les Noirs, les Africains. Les Noirs africains en Libye. Je pense que en remerciement du travail fait, il faudrait le nommer ambassadeur en Libye, et il y a une pétition qui circule et j'invite les gens à la signer. Voilà. Et voilà. Nous voulons effectivement que Bernard-Henri Lévy soit ambassadeur à Tripoli ou dans une des grandes villes de la Libye en feu. Voilà. Il le mérite. Épreuve. Défi. Se surpasser. Ces mots, ils en connaissent le sens véritable. Et ils vont le prouver. Qui dit cécifoot dit des joueurs avec des déficiences visuelles. Ces joueurs, vous voyez, ne voient rien. Richard Whitehead qui est en train d'éclabousser cette course de son talent avec un nouveau record du monde, qui a laissé tout le monde sur place à la Usain Bolt. Il faut y aller. Franchement, toutes les pistes sont bonnes, quoi. Que ce soit le sport, l'humour, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Faut débrider tout ce monde-là, là, qui n'ose pas, qui se disent que, ah mon Dieu, il faut montrer le handicap. Ah, quelle horreur, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Excusez-moi, je suis quand même encore un être humain. Il manque juste 4 morceaux, c'est tout. Oui, alors c'est un autre sujet, mais là on va changer de sujet, mais finalement ça renvoie à ce que j'appelle l'inversion de toutes les valeurs, la montée effectivement d'un monde inversé, la destruction de la civilisation, où on voit que les Jeux Olympiques, normalement qui sont là pour magnifier les valeurs grecques de l'unité du corps et de l'esprit, voilà, qui renvoient aux Jeux Olympiques, hein, voilà, à Athènes. Là, on nous a pour la première fois mis en prime time sur la 2 les Jeux Olympiques handisport. Voilà. Et j'ai ressenti en regardant ça un sentiment de malaise, et je le dis bien, je refuse de m'extasier sur ce truc-là. C'est un spectacle malsain, angoissant, inquiétant, dont je ne comprends pas très bien la fonction. Je n'ai pas envie de m'extasier devant 6 unijambistes qui se tirent la bourre en fauteuil roulant. Première série du 5000 mètres fauteuil.
C'est parti avec une mise en action assez... Je trouve ça grotesque et dérisoire. Qui veulent bien le faire entre eux, c'est leur problème, c'est leur choix, mais je n'ai pas envie de voir ça en prime time sur la 2 avec un journaliste sportif qui me dit que c'est génial à voir. Effort maximal maintenant des concurrents de cette première série du 5000 mètres. Kim Gyu-dae qui fait un bel effort, il aura fait une belle course. Hein. Quand on a perdu ses jambes dans un accident, on peut se poser des questions sur le fatum, sur le destin, et penser peut-être qu'on a autre chose à faire que de continuer à se battre pour le struggle for life libéral, où le but c'est d'arriver avant l'autre unijambiste sur un 200 mètres. C'est un peu grotesque, on peut peut-être se tourner vers la philosophie, vers la musique, voilà, vers quelque chose effectivement qu'on peut faire parce qu'on n'a plus ses jambes et qu'effectivement on a du temps de concentration supérieur à celui effectivement qui est mobile. Hein, c'est, voilà, le handicap peut pousser à des choix où d'un seul coup on transcende son handicap par des choix, la poésie, la musique, la philosophie. Mais de revendiquer que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas le droit de faire du tir de précision, ou c'est pas parce qu'on est cul-de-jatte qu'on n'a pas faire du son en longueur, c'est un peu c'est mon choix parce que je le vaux bien, c'est l'aberration de la logique libérale libertaire dans tout son grotesque. Voilà. C'est un spectacle qui est laid, comme il est laid de prétendre que Mimi Mati est une splendeur, et c'est un spectacle éminemment malsain, parce qu'en fait il soumet les handicapés au struggle for life et à l'idéologie libérale américaine du combat pour la victoire coûte que coûte. Riyad Salem, 42 ans, et je pratique le rugby fauteuil. Je pratique du basket en fauteuil à l'origine et on est venu me chercher pour pratiquer le rugby fauteuil avec l'équipe de France. Je trouve, c'est sans valeur sportive puisqu'on fait concourir des gens qui n'ont pas de jambes avec des gens qui n'ont pas de bras. Ivan Prokopiev, T43 runner for Russia. His best time this season, 53.86. Donc c'est-à-dire que la valeur sportive est assez faible, puisque finalement on voit une course à pied où il y a finalement 3 aveugles qui courent et celui qui gagne, celui qui prend le virage et qui va pas tout droit dans les gradins. On a la stupidité d'une pauvre fille qui est à moitié aveugle et qui court, qui serait même pas championne régionale si elle était valide, et qui dit qu'elle a fait mieux qu'Usain Bolt. Triple championne paralympique, j'ai fait mieux que Usain Bolt. Donc voilà quoi, je l'attends Usain Bolt quoi. Je veux dire, faire semblant de recevoir ces gens-là à l'Elysée pour faire croire que ce sont des champions, c'est se moquer d'eux. Votre force, c'est d'avoir donné envie aux autres. C'est un beau message. C'est un très beau symbole, il est fort, parce que ça nous permet, nous, déjà de continuer l'aventure des Jeux. Et puis en même temps, voilà, ça nous permet de prendre conscience que le président est reconnaissant. On a aussi l'idée, toujours pareil, de l'espèce de mascarade compassionnelle dégoûtante où on fait semblant, en fait, d'être compassionnel envers les handicapés au même moment où la règle d'or va faire des coupes drastiques dans les budgets de soutien au quotidien des handicapés et non pas de 3-4 connards qui courent sur des lattes en plastique ou des lattes en métal pour faire des bonds de zébulon, parce que finalement ces gens-là ne représentent pas les handicapés mais cachent la situation réelle des handicapés physiques dans les pays comme les nôtres où petit à petit les budgets de la médecine d'État et de l'aide réelle aux handicapés du quotidien sont rognés. Donc c'est toujours de la mascarade et on cache aussi la solidarité de classe par la solidarité de ces espèces de communautés souffrantes qui nous renvoient toujours aux mêmes obscénités et aux mêmes mascarades. Donc je dis moi solennellement que je n'ai pas envie de regarder les Jeux Olympiques handicapés, que ce n'est pas du tout un bon exemple à voir, parce que c'est laid, parce que c'est triste, parce que c'est l'apologie du struggle for life libéral, parce que ça cache la destruction finalement de l'hôpital et de l'État-providence, c'est de la merde, voilà. Et je n'ai pas envie de regarder ça, je veux pas qu'on m'impose ça sur la 2, et je n'ai pas envie de montrer ça à mes gosses, et je dis à tous les gens qui ont trouvé ça angoissant, inquiétant, grotesque, risible et malsain qu'ils avaient raison, voilà. C'est malsain, comme les malsain le mariage homosexuel, comme est malsain l'adoption par les couples homosexuels. Tout ça participe d'une inversion satanique de toutes les valeurs positives, du bien, du vrai et du beau, et tout ça participe d'une entreprise finalement de destruction de la civilisation. Voilà. Hein. Et ce n'est pas un hasard si cette année, en 2012, pour la première fois, on nous a demandé de nous extasier sur des courses de cul-de-jatte. T54 final and the Finnish competitor's away and he's being pursued by the Chinese competitor Yang. Qui ressemble plus à du lancer de nain qu'à l'Athènes que nous voulons admirer avec Jean Solaire. That's for sure. Angelique Forber-Pratt.
Et voilà. Et je suis là pour le dire parce que personne n'ose le dire, que tout ça est moche, angoissant, malsain, et que ça n'a rien à voir avec la défense au quotidien, par une politique sociale et des investissements sérieux, de la défense des handicapés. Voilà. C'est pousser les handicapés à la vulgarité, à l'arrogance. Donc tout ça n'a que des fonctions en réalité profondément malsaines, agitées par l'oligarchie libérale, avec toujours derrière finalement l'inverse de ce qu'on croit voir en première instance. Donc n'ayez pas honte de dire que vous n'aimez pas ça. Je n'aime pas la médiatisation grand public de l'handisport, voilà. Hein, et je le dis clairement et je le démontre. Voilà. Maintenant, libre à vous de gloser là-dessus sur les blogs. C'est le but. Voilà, je lance le débat et je pousse à la prise de conscience sur cette énième manipulation malsaine, cet énième spectacle dégoûtant, faire du handicapé un spectacle, pousser les handicapés à crier quand ils ont gagné. C'est horrible. On va montrer des images. C'est fait. Thomas Bouvet est en quart de finale. Tell who got second. Both the Santoses coming through. Ornate blindfolds and une performance exceptionnelle pour le Nigérian, l'homme le plus fort du monde dans les moins de 48 kilos. C'est génial, c'est parfait pour les Français qui retrouveront les demi-finales ce jeudi. You know, it's becoming the question. It's becoming the really big question. Avec de la même vulgarité que les footballeurs qui au moins ont pour eux la virtuosité du geste, alors que eux l'ont pas vraiment. C'est voilà, c'est tout ça pue, comme pue d'ailleurs tout le processus mondialiste actuel. Et je tenais à lancer le débat et à le dénoncer, avoir une fois plus le courage en avance, exactement comme quand j'ai osé dénoncer le côté malsain du show à business, mettre en avant ce que cachait la féminisation. Voilà, je veux encore avoir un coup d'avance. Vous avez raison, vous, peuple de France assez sain, de ressentir comme malsain la diffusion massive, transformée d'ailleurs en spectacle au sens de bord, des Jeux Olympiques handisport. Voilà. Ça pue.